Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, je vous propose une analyse de la mini-série spin-off de The Witcher sur Netflix, Blood Origin, l'héritage du sang. Une série dont le bilan est un peu mitigé pour ma part, surtout du point de vue visuel et simplement cinématographique qui sont décevants. Mais pour ce qui est du récit et de l'apport à la franchise The Witcher, je pense que le pari est tenu. Pas plus, pas moins. Car ici, Netflix pose réellement les bases de l'univers de leur version de la franchise. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en parlant de la franchise The Witcher de Netflix, je salue le nouvel écran titre spécialement conçu pour les programmes de l'univers étendu du sorceleur, que la plateforme de streaming est en train de créer autour de la série mère qui suit les aventures de Geralt de Rive. Série mère dont les jours semblent aussi compter depuis la triste nouvelle concernant le départ d'Henry Cavill. J'ai d'ailleurs posté une vidéo sur le sujet si ça vous dit. Donc un préquel un peu décevant mais sur lequel je vais tenter de me concentrer sur le positif, afin de plutôt analyser le fond que la forme, car malgré tout, on va avoir droit à un florilège de spin-off sur The Witcher dans les années à venir, et celui-ci sera indispensable car pilier du passé de leur univers. Allez, sans plus tarder, on se plonge dans cette nouvelle série de Netflix, The Witcher Blood Origin, et bien sûr, cette vidéo va probablement spoiler les 2 saisons de The Witcher et la mini-série, donc attention aux spoilers. Déjà pour commencer, j'ai beaucoup aimé l'intro avec Jaskier. Premièrement car je suis très client de ce genre de récit dans le récit, avec l'elfe qui raconte une histoire au barde pour qu'il la transmette à son tour. Dans le fond, c'est tout l'intérêt de raconter une histoire, qu'elle perdure à travers le temps. Et de deux, car j'adore simplement Jaskier, et c'est toujours un plaisir de l'entendre jacasser et faire des vannes. Tout ça en conservant le lien avec la série principale. Ensuite, visuellement, cette série ne nous aura pas vraiment montré ce qu'il y a de mieux. Les effets spéciaux sont certes pas trop mal, si on n'y regarde pas de trop près, mais j'ai par exemple bien aimé le visuel de la conjonction, avec tous ces mondes qui s'alignent. J'aurais même aimé en voir plus. Mais par contre, pour les décors et costumes notamment, ce n'est pas vraiment ça. La plupart font trop neuf, trop propre ou trop cheap, et on a l'impression d'être dans un défilé de cosplay de Wish. Et pour le coup, c'est dommage car ça nous sort un peu trop du truc. Sans parler des quotas et autres sujets omniprésents dans notre société, qui font de la fantaisie américaine un pêle-mêle pas très cohérent, historiquement et culturellement parlant. Mais passons sur ce sujet car cela prend trop souvent le pas sur le reste aujourd'hui, et je n'ai pas envie de m'étendre dessus dans cette vidéo. Et pour ce qui est de la musique, on retrouve bien l'identité de la franchise, donc c'est déjà bien, mais encore une fois, ils n'ont pas vraiment mis la barre très haut. Et donc là où le challenge est le plus périlleux pour les auteurs, ce sera de nous offrir un monde cohérent et avec des aventures originales. Là, c'est pas trop ça, j'y reviendrai, mais la quête des héros de l'héritage du sang n'a rien de bien original. Mais le fait que les auteurs en soient conscients et s'en moquent au travers des mots de Jaskier rattrape un peu le truc. Un peu. En gros, ils nous disent qu'ils n'ont pas pu faire mieux et qu'ils assument le choix de la facilité. Et malheureusement, j'ai un peu peur que cela représente un bon aperçu de ce que va devenir la franchise The Witcher sur Netflix. Surtout après le départ de Henry Cavill qui était l'un des rares à souhaiter conserver un semblant de cohérence entre les livres et les séries Netflix. Car Blood Origin confirme les choix scénaristiques de la série qui avait déjà tendance à s'éloigner de l'histoire découverte dans les livres. Le passé de Ciri, les monolithes, et aujourd'hui c'est autour des bases de la mythologie du monde que Netflix tente d'apporter sa vision, la conjonction des sphères et l'origine du pouvoir des sorceleurs. Avant de poursuivre avec l'histoire et les choix de Netflix sur lesquels on va pouvoir théoriser un peu, je voudrais parler un peu des personnages. Pour commencer, j'ai trouvé intéressant le lien qui perdure entre certains personnages au nom d'oiseaux. Le Bécasso alias Jaskier, Ciri l'hirondelle et maintenant Hailey l'alouette. Cela apporte un lien poétique à toute l'histoire de ce monde et à 3 personnages qui sont très liés. En parlant de personnages, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en ait un qui sorte du lot. Pas de parangon de charisme ici, ni de vertu ou d'honneur. Mais plutôt des personnages fonction, comme les mages qui ont un minimum de backstory mais pas plus, et qui servent surtout le scénario. Et Fial, le guerrier du clan du chien, qui devient le premier sorceleur. Et même son attaque signature que l'on voit dès le début sert de coup fatal à la fin. Donc bien un des rares personnages à la fois cohérent et un petit peu intéressant à suivre et qui porte une bonne partie de l'histoire à lui seul. Par contre, Michel Yeo, que j'apprécie toujours de revoir à l'écran d'habitude, ici son personnage de Skian m'a vraiment laissé de marbre. Même sa pseudo-trahison, j'y ai pas cru. Un personnage très utile au combat, mais pas si ouf pour ce qu'on en voit. Ses grands moments arrivent surtout hors caméra. Elle recrute 50 mercenaires et fait un deal avec l'impératrice, tout ça en une nuit. GG, mais ça semble un peu facile. Par contre, petit coup de cœur sur Meldoff et sa masse Gwen qui bénéficie d'un peu plus de travail d'écriture que les autres et qui apporte sa dose d'humour au récit. C'est marrant de voir que c'est presque elle la meilleure guerrière et surtout l'archère du groupe, ça change du cliché de l'elfe sniper. De plus, bien que ça ne soit pas vraiment cohérent avec l'image des nains de la fantasy, un bon point pour le cast d'une actrice de petite taille, Francesca Mills, pour jouer un rôle de petite taille là aussi. Mais c'est un sujet qui m'interpelle un peu après une année passée à collaborer avec Andy Heard, acteur de petite taille vu dans Star Wars, Harry Potter et bien d'autres. Le lien de la vidéo est par là. Pour les autres personnages, rien de bien transcendant. Même le mage Sindril qui est à l'origine des sciences des monolithes est à peine abordé au profit de l'efficacité scénaristique.
En effet, on a une structure classique de récit héroïque. Comme le fait remarquer Jasquier dans l'intro, rien de bien nouveau. Avec pour commencer la phase de recrutement de la joyeuse troupe, composée de parias qui se réunissent dans un objectif commun pour le plus grand bien, sans égoïsme et un grand méchant caricatural dans sa quête de pouvoir comme dans sa prise de conscience de ce qui compte pour lui. Alors que nous, on avait compris bien avant lui que son sacrifice serait celui de son apprenti. Tout ceci saupoudré d'un peu d'amour et de sang, avec un gros monstre en prime et la création d'un nouveau pouvoir pour vaincre ce mal archétypal, voilà un exemple de ce que peut être la fantasy aujourd'hui. Donc une histoire classique avec des personnages fonctions un peu stéréotypés qui passent rapidement sur des éléments de l'intrigue et du passé de ces personnages. Et pourquoi pas après tout, cette histoire n'avait pas besoin de plus que cette mini-série en 4 épisodes pour poser les bases de cet univers chez Netflix. Contrairement à d'autres qui désirent faire durer la torture, ici le récit avance à grands pas pour nous amener là où on doit arriver à la fin. Netflix et les auteurs auront donc fait le choix d'abréger nos souffrances pour nous livrer le minimum d'informations dont nous avons besoin pour les futurs spin-offs. Ce n'est certes pas une grande prouesse d'écriture, mais cela reste efficace et semble même un peu assumé. Donc pourquoi pas après tout. Car au final, ce qui importe vraiment dans cette œuvre, c'est ce qu'on nous raconte, le fond, pas la forme. Car c'est une histoire oubliée que l'elfe raconte à Jasquier, et les détails ne sont pas importants pour la chanson du barde qui doit devenir virale. Chanson qui va donc raconter la vérité de Netflix concernant la conjonction des sphères et l'histoire des sorceleurs. Car les sources et versions sont parfois bien différentes dans le jeu ou les livres, Blood Origin, l'héritage du sang, a décidé de prendre parti pour certaines versions et de lever le voile sur certains mystères, pour ensuite faire le lien avec Ciri et l'origine de son sang ancien, ainsi que la prophétie de destruction qui va avec dans la série The Witcher. Ciri serait donc la descendante de Fial, le premier sorceleur, et la barde au couteau, Ailey. A noter que le rapport menant à cette naissance a bien eu lieu après la transformation du père en sorceleur, donc bel et bien un sang pur d'elfe, mais souillé par le mal et le chaos de cet autre monde. D'où le fait que cela soit un ingrédient nécessaire à la création de nouveaux sorceleurs qui auraient tous un petit quelque chose de l'elfe Fial en eux. Et effectivement, Geralt risque de ne pas trop apprécier. Et en parlant du chaos, on découvre également ici que la magie existait avant la conjonction des sphères, mais sous une autre forme, moins puissante que celle qui sera apportée par le chaos de cet autre monde, et qui deviendra la magie qu'utilisent les mages contemporains de Geralt, comme Yennefer par exemple. On fera évidemment le lien entre sa magie du feu et celle que maîtrise Balor après avoir obtenu le pouvoir qui provoquera la conjonction des mondes. Et pour finir sur la conjonction, l'idée d'en rendre responsable un elfe avide de pouvoir est un peu intrigante. Plutôt qu'un simple événement cosmique naturel ou autre, le cataclysme n'en est plus vraiment un, et même son impact immédiat n'est pas si violent. Ils ont juste perdu connaissance, et ils se réveillent avec des inconnus qui ont débarqué sur la plage en parlant une langue bizarre. Car oui, il y a bien mécompréhension entre la femme humaine et l'elfe qui parle dans sa propre langue à la fin. De plus, cette version de la conjonction des sphères rejoint encore l'intrigue liée au monolithe que Ciri a détruit dans la série originale. Mais en dehors de ça, pas du tout l'impact que l'on aurait pu imaginer pour un tel événement, fondateur de toute la mythologie de The Witcher, et donc au final, tout en ironie, la série nous montre que c'est en voulant empêcher la venue de ce chaos étranger dans leur monde que les héros vont provoquer la conjonction, et l'arrivée de toutes ces nouvelles espèces de monstres dans leur monde, y compris les humains qui vont proliférer et s'emparer de leur territoire et de leur ville. Toutefois, j'ai une petite réserve quant à l'entité mystérieuse qui complote avec Balor dans le monde aride. Est-ce une bonne idée d'avoir placé une entité intelligente derrière tout cela? Avait-elle pour objectif de provoquer la conjonction? Et qui est-elle? L'architecte de quelque chose de bien plus grand, j'imagine, sinon elle ne serait pas là, mais ceci reste encore très vague. Revenons également sur quelque chose de plus terre à terre, la vie et la politique. La découverte la plus intrigante dans cette série est que les elfes avant l'arrivée des hommes n'en étaient pas très différents. Ils vivaient comme les hommes vivent plus tard, ils se font la guerre aussi sauvagement que les hommes et même l'impératrice a une volonté d'expansion et souhaite civiliser d'autres mondes, et donc faire des elfes des colonisateurs. Pas vraiment différent de ce que Nilfgaard fait dans The Witcher. Au final, dans ce monde pensé par Netflix, les elfes n'ont rien de plus que les hommes qui vont arriver dans notre monde et finir par les remplacer. Là aussi, on a une confirmation claire, alors que ces infos sont beaucoup sujets à controverse dans les livres et les jeux, ici on nous dit clairement que les elfes ont raison et que ce monde leur appartenait bien avant l'arrivée des hommes. A commencer par Xintrea, la capitale de l'Empire Elfe qui deviendra le centre de l'intrigue de la série The Witcher alors qu'elle est devenue Cintra, le lieu de naissance de Ciri. Et une dernière pensée pour l'impératrice qui, bien qu'elle soit antipathique au possible, aura fait sa part dans la libération des elfes. Comme le lui fait remarquer Ailey, si elle n'avait pas éliminé toutes les autorités des royaumes elfiques, rois et clans, pour créer son propre empire, les elfes n'auraient jamais pu accomplir leur rébellion. Car ils auraient eu bien trop de têtes à faire tomber, plutôt que seulement la sienne. Et la pauvre qui croyait que le peuple allait se souvenir d'elle, alors que non, Skian l'a même maudite et condamnée à l'oubli. Et la preuve que ça a marché, eh bien c'est la série entière, vu que son histoire était perdue dans le futur, jusqu'à ce que l'elfe raconte cette histoire oubliée à Jasquier. Et pourquoi pas nous mettre aussi les origines de la chasse sauvage dans ce spin-off tant qu'à faire. On découvre donc que le commandant qui cachait sa relation avec un marchand va devenir le leader de la chasse qui en a appris Ciri dans le futur. A noter tout de même que s'il cache sa relation, ce n'est pas car c'est une relation homosexuelle, mais bien car ils ne sont pas du même rang social.
Donc ça reste un bon point pour l'exemple, même s'il a un peu l'air de s'en battre les reins de son mec, et que ça fait un peu léger comme motivation pour revenir dans son monde. Espérons qu'ils vont développer ça ailleurs et avec plus de profondeur. Voilà, donc une mini-série en 4 épisodes qui fait son possible pour apporter une nouvelle lecture à l'univers du sorceleur. Avec certes de grosses faiblesses au scénario et à la technique, mais avec une intrigue qui se moque elle-même de sa simplicité. Et surtout une série qui ne s'est jamais vendue comme un chef-d'œuvre transcendantal pour finir par nous décevoir. Suivez mon regard. Ici au contraire la série tente de faire son petit chemin sans trop faire de vagues, et c'est peut-être cette modestie qui fait que je n'ai pas trop envie de descendre cette série pour ses défauts. A l'inverse, elle tente de créer un lien et une nouvelle mythologie autour des origines de Ciri et de la prophétie la concernant. Et donc c'est dommage, on aurait pu avoir quelque chose du niveau de la série mère, ou même du film d'animation Le Cauchemar du Loup, mais non, une expérience décevante qui aura au moins eu le mérite de répondre à quelques questions. Et concernant les invasions du Wokistan dans la fantasy américaine qui impose des contraintes toujours plus absurdes, il va falloir je pense se faire une raison. La fantasy ne sera plus ce qu'elle a été. Ces contraintes sont bien trop castratrices pour la créativité. Et la fantasy sans une écriture de qualité risque de devenir la poubelle de la pop culture. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ce mini spin-off qui aura fait perdre tout espoir à Henry Cavill concernant la franchise. Bref, je vous laisse vous faire votre opinion et me la donner en commentaire, ainsi que votre ressenti sur le potentiel avenir de la saga sur Netflix. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine sur Anakaland. Bye.